Qu'est-ce qui vous attire le plus dans nos régions? Ce qui m'intéresse le plus et qui m'attire dans vos régions, c'est le pays par lui-même. J'entends la topographie du pays. Également, l'habitat que je trouve très joli. Est-ce que vous êtes satisfait des terrains de camping de notre région? J'en connais deux pour l'instant. Celui de Wissembourg, qui est en cours d'aménagement, mais très bien situé, près d'une rivière. Celui de Strasbourg, mon Dieu, celui-ci où nous sommes présentement, beaucoup moins. Vous venez des Charentes-Maritimes, Oui, je de crois. La Rochelle, oui, des environs de La Rochelle. Qu'est-ce qui vous a incité à venir en Alsace? Eh bien, je veux retourner dans le pays où j'ai été prisonnier pendant 5 ans. Et comment trouvez-vous ce terrain de camping? Le terrain de camping est bien, il est un peu petit, mais bien aménagé. Vous venez des Côtes du Nord. Qu'est-ce qui vous a incité à venir ici en Alsace pour camper? C'est-à-dire qu'on passe simplement en Alsace, nous venons d'Allemagne. C'est la première fois que vous venez en Alsace? La première fois, oui. Qu'est-ce qui vous plaît le plus? C'est-à-dire tout ce qu'on a vu, quoi. Et le terrain de camping, comment le trouvez-vous? Bien. Par comparaison à d'autres, puisque vous êtes C'est-à-dire campeur que chevronneux. Je vais vous dire franchement, c'est qu'en Allemagne, on a vu des campings formidables. Vous êtes anglais, monsieur, je crois. Oui, madame. Oui. Comment trouvez-vous, vous qui avez l'habitude de camper, qui traversez tant de pays, comment trouvez-vous nos campings alsaciens? Est-ce qu'ils sont bons? Oh bon, oui, oui. J'aime beaucoup le camping et je trouve cette camp c'est très bon. Oui. Aujourd'hui, l'été est fini. Chacun est revenu s'asseoir à sa place, pareille à celle du voisin. D'une table à l'autre, les mêmes cahiers, les mêmes livres, les mêmes gestes. Oui, dans une classe, tout le monde se ressemble. Bon ou mauvais élève, honnête élève. On paraît mener la même vie. C'est un peu anonyme, une classe. Il suffit de poser une question ou deux, alors tout change. Qui est-ce qui est parti en vacances cette année? Vous êtes combien? 20, c'est ça, hein? Merci. Qui est-ce qui part en vacances de temps en temps? Une seule. Qui est-ce qui n'est jamais parti en vacances? 3, 3, 6 et 2, 8. Merci. C'est la moyenne. Un jeune Français sur 4 ne prend pas de vacances, au sens où nous l'entendons aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est, les vacances, pour lui? Et pour les autres, d'ailleurs, ceux qui partent. Les vacances, qu'est-ce que c'est? Alors voilà, pour tous ceux qui ne sont pas allés cet été en Yougoslavie, au bord de l'Adriatique, à Pakistan. Vas-y, Prune. Alors, les enfants, ici. Tous pour le Texas. Allez-y, allez-y, ici, ici. Bien, c'est parti. 1, 2, 3, 4, hop. 1, 2, 3, 4. Côté, devant. Hop. Une fois, 1, 2, 3, 4.
Deux, trois, quatre. Il semblerait que les fêtes pascales aient donné le coup d'envoi de la saison touristique en Limousin. Annonciateurs de beaux jours et de vacances, ces campeurs s'arrêtent sur le terrain de Limoges, près des bords de Vienne. Le camping est un peu un rendez-vous européen. Anglais, Allemands, Belges et Français y plantent leurs tentes et y parquent leurs caravanes. Ce camping de Limoges offre aux touristes des installations sanitaires modernes et des équipements sportifs, terrain de volley-ball et mini-golf. Le terrain de camping offre aux touristes une étape reposante, étape que l'on met souvent à profit pour visiter des manufactures de porcelaine ou des ateliers d'émailleurs. Et pour les Limousins qui ne sont point encore en congé, ces images de détente préfigurent déjà leurs prochaines vacances. À quelques semaines de l'arrivée des premiers touristes d'été, une constatation s'impose. L'Île-de-France ne dispose pas d'équipements suffisants dans le domaine du camping et du caravanier. Actuellement, il n'y a dans notre région que 11 terrains de camping qui ne disposent au total que de 8000 places. Frédéric Astou a essayé d'en savoir un peu plus en consultant le comité régional du tourisme et puis en se rendant aussi dans l'un de ces terrains de camping, celui de Melun, en Seine-et-Marne. À 40 km des portes de Paris, au bord de la rive gauche de la Seine, le terrain de camping de Melun-la-Rochette dispose de près de 200 emplacements destinés à accueillir des tentes de campeurs et des caravanes. Créé par le syndicat intercommunal de Melun et de la commune voisine de La Rochette, il a ouvert ses portes en juin 1981. En dehors de la période d'été, ce camping héberge essentiellement quelques familles de travailleurs caravaniers. Mais de juin à septembre, il accueille en priorité les touristes étrangers de passage qui font une halte de quelques jours près de Paris sur la route de leurs vacances. Le passage, ce sont des gens du Nord, des Hollandais, des Anglais, des Allemands qui font une courte étape d'une journée ou 2 jours. Mais nous avons aussi des gens du Midi, Italiens, Espagnols, Suisses, qui viennent passer une semaine pour visiter Paris. C'est d'autant plus facile que nous sommes à 20 minutes de la gare de Lyon et que nous avons des trains le matin et le soir. C'est très bien organisé pour ces gens-là qui rentrent le soir, qui retrouvent leur caravane. Qui évite des frais d'hôtel, enfin, etc. Mais le camping La Belle Étoile de Melun-la-Rochette n'est pas le seul terrain de ce type, c'est-à-dire disposant d'au moins 200 emplacements de tentes et de caravanes, de la région parisienne. Malheureusement, on n'en compte actuellement que 11 de cette dimension sur l'ensemble de l'Île-de-France, dont les plus fréquentés sont celui du Bois de Boulogne à Paris et celui de Champigny-sur-Marne. De plus, la quasi-totalité de ces 11 terrains de camping se trouve dans seulement 2 des 8 départements de la région, la Seine-et-Marne et les Yvelines. Ce qui ne suffit pas à héberger les nombreux touristes étrangers de passage dans la région parisienne durant les vacances d'été, estiment les responsables du comité régional du tourisme et des loisirs, un organisme issu du Conseil régional d'Île-de-France. L'Île-de-France souffre d'une grande faiblesse en hébergement touristique, de toute nature, mais particulièrement dans le domaine des villages de tentes et d'emplacements pour caravanes. Nous n'avons même pas en Île-de-France 2% de la capacité d'hébergement de toute la France. Et c'est pourquoi le comité régional de tourisme et le conseil régional ont décidé, voici quelques années, une politique d'aide, d'appui terrain. Il faut faire un tel effort parce que la demande est considérable. Le comité régional du tourisme participe chaque année à 5 ou 6 salons, manifestations à l'étranger, et je peux vous dire qu'autant à Bruxelles, à Utrecht, à Berlin par exemple, nous avons des demandes très très importantes de gens désireux de venir passer 8 jours, 15 jours même en région parisienne avec leur caravane et que nous ne pouvons pas accueillir faute de place. Pour développer le caravaning et le camping en Île-de-France, les responsables du comité régional du tourisme ont décidé de participer au financement du futur terrain de Choisy-le-Roi au sud de Paris, actuellement en cours d'aménagement sur plus de 9 hectares à côté de l'auberge de jeunesse. D'un coût évalué à plus de 4 millions de francs, il devrait accueillir les premiers des 500 campeurs attendus à partir du mois de juin. À plus long terme, le comité régional du tourisme envisage de faire aménager un terrain de caravaning de plusieurs hectares près de Torcy, à proximité de Marne-la-Vallée, en base de plein air. De nombreux touristes pourraient ainsi s'arrêter quelques jours en Île-de-France. Mais les responsables du comité régional du tourisme ne veulent pas en rester là.
Selon eux, le développement des terrains de camping et de caravaning devrait inciter d'autres touristes à séjourner plus longtemps dans notre région. Celle-ci ne serait plus alors une simple zone de passage sur la route des vacances d'été. Je vous le disais dans les titres tout à l'heure, le littoral du Languedoc-Roussillon n'a jamais été aussi fréquenté que durant cette première quinzaine du mois d'août. Selon les estimations qui sont faites, le taux d'occupation est de 100% dans la totalité des stations. Alors on peut imaginer que les professionnels du tourisme se frottent les mains. Il s'agirait de la meilleure saison de la décennie. Il faut dire que beaucoup d'efforts de promotion ont été faits. Pierre Bosc. La presse, la cohue, les embouteillages. Dès les premières heures de la matinée, c'est la ruée vers les plages. Les routes littorales sont prises d'assaut par des files d'automobiles, pare-choc contre pare-choc. La baie de Collioure n'est pas seule à connaître ce grand rush. De Cerbère au Grau-du-Roi, la densité de population a plus que doublé dans toutes les stations. Oui, cette année, nous avons beaucoup de monde et les campings sont pleins, surtout sur le littoral. Plein complet, oui, mais enfin pas à 100%. On trouve encore quelques places jusqu'au 15 août. Après le 15 août, l'incertitude plane. Une forte clientèle d'étrangers? Oui, une très forte clientèle d'étrangers. Nous avons eu pour la première fois dans notre département une grosse clientèle de Suédois et Norvégiens qui sont venus en force cette année. Dans l'hôtellerie de plein air, camping et caravaning, le point de saturation n'est pas loin d'être atteint. Les locations d'agences enregistrent un bond de près de 10%. Appartements et résidences ont été loués en totalité. Dans l'hôtellerie traditionnelle, on affiche également complet. Je suis complet, oui. Jusqu'à quand? Jusqu'au 16 ou 17 août, quoi. Puis après, ça baissera naturellement. Vous êtes satisfait de la saison? Comme d'habitude. J'ai toujours mes mêmes clients et tout va bien. Voilà. Il n'y a que la restauration pour faire grise mine à cause des économies sur la nourriture, une tendance qui se confirme un peu plus chaque été. Par rapport à l'année dernière, il y a moins de monde, hein. C'est-à-dire que bon, il y a autant de monde sur les plages, mais dans le restaurant, il y a moins d'argent. Il y a moins d'argent dans les poches. Hein. Les gens consomment moins. En consommation, ouais, surtout en restauration bar, on travaille un petit peu, mais en restauration vin, tout ça, négatif. Hein. Dès la semaine prochaine, le reflux touristique devrait s'amorcer. En attendant, les records d'affluence seront-ils battus en cette semaine du 15 août? Il est encore trop tôt pour l'affirmer. Une certitude, le Languedoc-Roussillon tient bien la Côte d'Amour. Au lieu de pratiquer le rafting dans les montagnes rocheuses, passez donc vos vacances en tipi au cœur de la Meuse. Des tipis d'Indiens aménagés pour assurer quand même un minimum de confort. Deux associations depuis cet été lancent cette grande première en Lorraine. Catherine Baumel est partie sur le sentier de la reconnaissance. Un petit vent sioux hante les côtes de Meuse, plus fort que le gîte rural, plus corsé que le camping à la ferme, voici le tipi. L'habitat traditionnel des Indiens d'Amérique a trouvé aux éparges une double vocation touristique et culturelle. Parmi les promoteurs du projet, un agriculteur passionné par l'élevage des chevaux, mais qui consacre la moitié de ses activités aux animations touristiques, par goût, mais aussi par nécessité. Il faut bien trouver des activités nouvelles. Sachant que bon, les surfaces agricoles sont augmentées, on a du mal à trouver du terrain, encore pour l'instant ça va peut-être changer, et il faut trouver des activités qui nécessitent peu de terrain et qui permettent d'utiliser le flot touristique. Est-ce que c'est facile d'être un agriculteur touristique? Il y a beaucoup de compromis, hein. Il faut accepter le chahut le soir, il faut s'ouvrir, il faut bien sûr être accueillant, il faut penser un petit peu aux besoins et les réaliser, notamment bon, les points d'eau, etc. Il faut réagir un petit peu en hôtelier, c'est pas toujours facile. Face à l'agriculteur touristique, un indianiste convaincu, ancien animateur du zoo de Haye, passionné d'écologie, c'est lui qui dispense le b.a.-ba de la vie sous tipi. C'est vrai que vivre dans un tipi traditionnel, un tipi indianiste, ça demande déjà quelques compétences qu'on ne peut pas acquérir en 5 minutes. Et tout l'objectif du travail que j'ai réalisé avec mes copains René et Philippe est d'essayer de rendre le tipi accessible à des personnes qui n'ont pas forcément les compétences nécessaires, faire du feu, savoir vivre, occuper l'espace tipi traditionnel. Alors le plancher et surtout tous les outils à feu,
y compris la grille par étincelle, sont destinées à sécuriser les gens et à leur donner la possibilité de vivre confortablement sous tipi, quel que soit l'âge, même si on a des enfants, et même si on veut vivre une expérience confortable et non pas une expérience de type survie ou camping rustique. Tourne comme ça. Et quand la flamme est bien démarrée... Leçon numéro 1, le feu. Une étape essentielle qui fait tout le charme du tipi, puisqu'il est possible et même recommandé d'y cuisiner ou de s'y chauffer au feu de bois. Alors on construit un petit feu en cône, comme je vous ai montré en forêt. C'est après que les choses deviennent un peu différentes avec un tipi par rapport aux feux qu'on fait en forêt qui peuvent être très grands. Hein. Dans un tipi, il faut toujours faire des petits feux. C'est mieux pour la sécurité et pour économiser le bois de chauffage aussi. Je souffle doucement. Vous voyez, il n'y a pas besoin d'être violent avec un feu. Habiter dans un tipi permet un rapprochement indéniable avec Dame Nature. C'est un véritable art de vivre qui rompt avec le camping de masse. L'expérience qui vient d'être lancée ici correspond à une véritable étude de marché. Si le tipi réussit à convaincre, il pourrait devenir un maillon du dispositif touristique d'un des départements les plus verts de Lorraine. Pour nous, le tipi, c'est un nouvel habitat des Côtes de Meuse qui apparaît aujourd'hui et qui semble bien adapté à ce qu'on veut lui demander. Mais le tipi n'appartient pas à l'histoire locale. Non, c'est pas lié à l'histoire locale. Mais l'histoire, elle se fait tous les jours. Hein. Alors voilà, maintenant les tipis font partie de l'histoire locale. Le Far West à 2 pas de chez vous, qui sait? Peut-être que les slogans touristiques meusiens auront bientôt un petit quelque chose de sioux. Actualité plus souriante avec les vacances qui tirent hélas sur leur fin et déjà les premiers bilans touristiques. Deux tendances pour le Languedoc-Roussillon, une clientèle française en baisse de 8 à 10% par rapport à l'été dernier et en revanche une hausse de 5% des touristes étrangers. Inconditionnels de notre région, les Belges, les Hollandais et surtout les Allemands. Pourquoi? Eh bien, les professionnels du tourisme, voilà une des retombées de la promotion engagée par la région en Allemagne cet hiver. Il fait beau ici et la mer. Il y a la mer et la plage. Il y a aussi les montagnes. On veut faire des courses, se promener dans les gorges et voir les grottes. Les vacanciers allemands marquent de plus en plus le paysage estival du Languedoc-Roussillon. Ils représentent 30% de la clientèle touristique. Leurs petites familles s'installent sur le littoral pour un séjour d'1 ou 2 semaines, très près des plages. Leur monnaie forte les pousse vers le confort, l'hébergement de qualité, camping 4 étoiles, hôtellerie haut de gamme. Économes malgré tout, ils optent pour un produit fini, toutes dépenses comprises. Longtemps fidèles aux plages espagnoles de la Costa Brava, ils préfèrent aujourd'hui notre littoral et son arrière-pays. Je préfère bien le Roussillon parce que je crois ici ne sont pas encore beaucoup de monde. Et j'aime bien le confort ici, la cuisine, le vin. On était à Montlouis une fois, c'était aussi très bien. Et on est allé avec le petit train jaune. Le vacancier allemand fuit le tourisme de masse. Au mois d'affluence, il préfère juin et septembre. Nous avons la bonne clientèle allemande. Nous n'avons pas la clientèle de masse, nous n'avons pas les charters, les autobus qu'on voit passer sur l'autoroute vers l'Espagne, mais la clientèle que nous avons, c'est une bonne clientèle, une clientèle fidèle, une clientèle qui aime la qualité de notre cuisine, la qualité de l'accueil de l'hôtellerie catalane, et je pense que ça c'est important et c'est ça qui les intéresse. Après les Belges et les Hollandais, les Allemands découvrent notre produit touristique. Pour les professionnels, l'important est de savoir les fidéliser. Paris sous la tente, comme chaque été, le seul camping de la capitale au Bois de Boulogne affiche complet 2000 touristes venus des 4 coins du monde, car là-bas le campeur français est une espèce rare. Reportage en version originale, Michel Perrier, Pierre Brasquiès. Visite chez ceux qui plantent la tente au Bois de Boulogne. Voilà plusieurs fois que Antonio Manea revient faire visiter Paris à sa famille, alors qu'il y a 50 ans, il a travaillé 1 année en France. J'avais travaillé à Firmini, sur le côté Saint-Étienne. J'avais travaillé 1 année. Le Bois de Boulogne a ses campeurs, ils viennent de Slovénie, de Pologne, de Belgique, d'Espagne.
Pourtant, la réputation du bois, c'est vrai, ne tient pas à son camping. Mais il est le seul à être situé près du centre de Paris. La vie dans les campings est différente parce qu'il n'y a aucun mur qui sépare les gens. En fait, je peux me promener partout librement. Cet hectare cosmopolite propice aux rencontres. Si Rui a laissé le Brésil pour voyager avec sa fille, non loin de leur tente, deux petits matous voyagent amoureusement. C'est la première fois que je fais du camping et je pense que c'est vraiment un très agréable camping. C'est plus sympa de venir ici que d'aller à l'hôtel. C'est un voyage d'amoureux. Les Français, pour leurs vacances, rêvent souvent de dépaysement d'îles lointaines, laissant leurs ennuis à des milliers de kilomètres. À Calais, dans le département du Pas-de-Calais, de nombreux habitants n'ont pas du tout ce même souci. Pour eux, le dépaysement, c'est dans la tête et pas besoin de faire des heures de voiture ou d'avion. Anne Mourgue, Patrick Wurster. Allez, suivez-moi. Ça va, t'as rien oublié, Maryse? Toute l'année, Patrick et Maryse ont rêvé de ce moment. Les valises sont bouclées, les enfants ont pris leur maillot de bain. Direction les vacances, le stress des grands départs. Je me sens un peu énervé, vivement qu'on arrive là-bas parce que bon, c'est le grand air, on respire, on pense à rien. Là-bas, c'est à 2 kilomètres seulement de chez eux. La famille habite à Calais. Chaque année, elle passe ses vacances au camping de Calais. Et elle n'est pas la seule. Oh, il y a que ça d'agréable, l'apéro. On est à peu près une dizaine dans le coin qui sont tous ceux de Calais. Là, ici, derrière, pareil. Il y en a sur le côté. Et pour nous, c'est des vacances parce que bon, on sort de la maison, on n'est pas stressé, on est en plein air. On est tous réunis, bon, puis on fait des attractions qu'on ne fait pas chez nous. Tous ensemble pour l'apéro, la pétanque, la belote. Même si la vue est limitée, d'un côté des immeubles, de l'autre le port, c'est leur petit paradis. Pour rien au monde, ils ne partiraient ailleurs. On a les occasions de rentrer chez nous pour que la femme puisse laver son linge, quoi que ce soit. Et en même temps, bon, on n'a pas toujours le climat, mais on est bien. Ça fait 15 ans qu'on campe comme ça. Ça a toujours été comme ça en famille. Hein. Alors je crois qu'on aurait du mal à partir tout seul, quoi. Tu n'as pas envie d'aller dans un camping, par exemple, sur la Côte d'Azur? Ah oui, ça sera bien, mais on n'a pas les moyens. Voisins de palier, collègues de travail, photos de vacances, presque une photo de famille. Les Calaisiens sont si nombreux qu'ils sont devenus indispensables à la vie du camping. Où est-ce que vous pensez aller en vacances l'année prochaine? On est sûr de revenir sur Calais et là, vous nous excusez parce que c'est l'heure de la pétanque. Merci. Au revoir. Ça sent encore les vacances sur l'île d'Oléron. Alors que le ciel se voile peu à peu sur une saison plutôt réussie, 8000 campeurs, propriétaires de leur terrain, doivent tout simplement décamper avant le 30 septembre. Quand on a eu nos actes notariés, d'accord, c'était bien indiqué que c'était non constructible, mais absolument pas indiqué qu'on n'avait pas le droit de mettre une caravane ou alors un mobil-home. Moi, sur le mien, c'est pas notifié. C'est pas normal, c'est pas une chose normale. On est propriétaire de notre terrain, il fallait pas nous laisser nous installer à ce moment-là, il y a 17 ans. La préfecture de Charente-Maritime, relayée par les 8 maires de la communauté de communes de l'île d'Oléron, veut tout simplement faire appliquer la loi littorale et préserver l'environnement en mettant fin à certains abus. Installés depuis plus de 20 ans, certains campeurs bénéficiaient de tolérance, mais pas d'autorisation officielle. Il faut que ces espaces, qui sont malgré tout occupés par des campeurs isolés, retrouvent leur vocation d'origine. Il me semble que c'est légitime de la part des élus, et non seulement oléronais d'ailleurs, parce qu'à ma connaissance, surtout le littoral atlantique, se pose ce problème-là actuellement. À la pointe du combat, Maurice Grison, ce retraité, ancien agent d'assurance, propriétaire d'un terrain et d'un mobil-home, veut négocier avec les maires au cas par cas. Juridiquement parlant, nous ne sommes pas défendables puisque nous sommes dehors la loi. Il faut donc essayer de passer outre ou trouver une solution amiable avec messieurs les maires et le président de la communauté des communes. Et si le dialogue s'avère impossible, les campeurs expulsables envisagent d'organiser une grande manifestation sur l'île d'Oléron.
20 heures de bus à 80 km/h, ce groupe de Slovaques arrive de Bratislava. Pour la première fois, un tour opérateur de Slovaquie a réservé une vingtaine d'emplacements au camping. Rigueur de l'Est, ils écoutent disciplinés les instructions de Michel. Le représentant de l'agence slovaque passe son été ici. Les familles dépensent 1000 francs pour 8 jours tout compris. Repas et excursions, une somme malgré tout conséquente pour la classe moyenne. S'il y a une famille à 4 membres, il doit faire l'économie totale pendant 4 mois. 4 mois, ils doivent mettre leur salaire à part. Alors, c'est un grand sacrifice. Pour les repas, la moitié des denrées alimentaires a voyagé avec les touristes. L'argent de poche est quasiment inexistant, mais l'important n'est pas de dépenser, c'est de découvrir. On est parti à Monaco, à Cannes, à Nice. Alors on a bien profité, même si on était fatigué, mais c'était très très joli. Changement de décor, promenade des Anglais. Une promenade russe où les prix des matelas et des parasols sont traduits. Après Paris, Yuri, un homme d'affaires d'Ukraine, passe sa deuxième semaine de vacances sur la Côte d'Azur. Prix du séjour, 26 000 francs pour sa famille. C'est sûr, c'est un gros budget pour un niveau de vie moyen. Mais nous, on peut se le permettre. Les Russes font escale dans les hôtels 3 ou 4 étoiles. Leur séjour est réglé aux agences avant leur départ. Pour les suppléments, c'est différent. Au niveau des dépenses en tant qu'extra, minibar, téléphone, restauration, tout ça c'est fait de manière en espèces. En dollars? En dollars, oui, en règle générale en dollars. Une publicité pour un casino dans un magazine en russe, le signe que les valises de dollars ont trouvé leur marque sur la Côte d'Azur. De l'argent frais pour le commerce, parfois de l'argent sale, selon un récent rapport des renseignements généraux. Certains touristes russes sont déjà investis dans l'immobilier, pour les vacances bien sûr, mais aussi pour d'autres affaires plus discrètes. Apparemment, c'est un camping. En fait, ces tentes et ces caravanes sont implantées sur des propriétés privées. Et sur l'île de Ré, c'est totalement interdit, puisque depuis 1979, l'île est un site classé. 2000 campeurs, qui possèdent leur terrain depuis parfois plus de 30 ans, ont peur de perdre leur coin de paradis. Vous savez, nous on habite en appartement à côté de l'île, à Lambersart, et il y a pas mal de monde. Alors ici, on vit ici. Hein. Ah, ouais. Paul Neuver est maire du village de la Couarde. Il a décidé, avec les autres élus de l'île, de faire appliquer la loi. Nous appliquons la loi, nous dressons procès verbal, ça ira chez le procureur, et puis le tribunal jugera. Et puis il y aura une astreinte financière qui, là, sera lourde. Donc les gens seront bien obligés d'évacuer, sinon ils seront obligés de payer, et c'est comme ça qu'on les tiendra. Il n'y a pas de police, rien du tout, c'est pas là le problème. Régulièrement, les campeurs sur propriété privée manifestent. C'est clair, ils ne veulent pas quitter un terrain où souvent ils ont procédé à de nombreux aménagements. Envoyez-moi le CRS, envoyez-moi les gardes mobiles, je sais pas qui, mettez-moi une bombe. Mais pour l'instant, je suis là et j'en bougerai pas. Selon la loi, seul le ministre de l'Environnement, Dominique Voynet, peut accorder des dérogations. On voudrait dire à Mme Voynet que en fait, la protection du site de l'île de Ré ne passe pas systématiquement par l'élimination des campeurs caravaniers sur parcelles privées. Que même avec des campeurs caravaniers sur parcelles privées dans l'île de Ré, le site peut être protégé et l'environnement aussi. L'association de défense des campeurs privés demande des regroupements de terrain, comme ici. Impossible, répondent les élus, c'est désormais illégal. Affaire compliquée, le vent n'a pas fini de souffler sur l'île de Ré. Depuis des mois, ils rêvaient de leurs vacances, d'exhiber fièrement leur petit maillot de bain sur la plage, se tartiner de crème solaire. Pour le moment, le maillot est toujours au fond de la valise et c'est un autre équipement qui semble plus approprié. Quand même, toujours l'imperméable et les bottes quand même. Hein, au cas où. La pluie qui sape le moral. Au camping municipal, les nouveaux arrivants font grise mine. Leurs vacances seraient-elles déjà gâchées? Un peu aussi quand même, parce que la plage c'est pas évident. En plus c'est 14 juillet aujourd'hui. Pour le feu d'artifice, ça va peut-être pas être la grande joie. Pour tout le camping, ou presque, l'activité du jour, c'est défilé du 14 juillet à la télé. Allô, maman.
On vient de regarder le défilé, mais il pleut à Paris encore plus qu'ici, je crois. Ça vous console? Bon non, hein, le malheur de l'un fait pas l'autre. Malheureux aussi ce restaurateur au bord de la plage. 15 serveurs, 0 client. C'est catastrophique. Catastrophique. Par rapport à l'année dernière, c'est encore pire. Encore pire. Désastreux. Regardez, personne, pas de clients, personne sur la plage, ils se promènent, rien. Mais ils le savent, ici, en quelques heures, le temps peut changer. Demain, c'est promis, c'est pour le soleil qu'ils sortiront. Avec les vacances, la grande ascension a commencé sur la dune du Pilat. Chaque année, on compte plus d'1,5 million de visiteurs, le site donc le plus visité d'Aquitaine, mais aussi une énorme masse de sable qui n'arrête pas de se déplacer. Reportage David Bazier, Bernard Benarme. À la dune du Pilat, c'est tous les jours l'étape de montagne. Il y a les grimpeurs, les grands baroudeurs et ceux qui souffrent. Avoir fait la dune, c'est ça qui est beau, même si essoufflé, c'est très dur à l'arrivée de faire des commentaires pour la télé. Je monte, merci, au revoir. Oui, c'est fatigant, c'est fatigant. Il faut qu'on se mette en forme. C'est le défi de le faire et puis être en contact direct avec la nature. Une fois grimpé sur le ventre du monstre de sable, 100 mètres au-dessus du bassin d'Arcachon, la plus belle vue de la région. Et du sable, du sable, du sable, ça évoque ce que ça évoque. J'ai fait mon service militaire au Sahara, ben, c'est pareil. On se croirait un peu dans les îles, hein. Pacifique, magnifique. Ça te plaît, bébé? Ça plaît tellement que le site reçoit 1 500 000 visiteurs par an. Une foule de plus en plus nombreuse qu'il faut accompagner. Chaque saison, la commune de La Teste installe son gigantesque escalier. Il y a d'autres accès à la dune, mais on a souhaité pouvoir canaliser les visiteurs de manière à ce que ce flux important passe par un endroit que l'on peut organiser et entretenir régulièrement. Car la dune est surveillée étroitement, elle avance de 4 à 5 mètres par an. Au camping de la dune, le directeur Christian Blidon a vu sa piscine disparaître, ensevelie par le sable. Eh bien voilà, nous sommes sur la dune et ici, à la verticale, se trouvait la piscine jusqu'en 1985. On a donc reconstruit la piscine le plus loin possible de la dune. Elle nous nourrit, mais elle nous mange. Donc, comme elle nous nourrit, il faut l'entretenir, il faut la soigner, il faut veiller à son évolution. Et puis, elle nous mange, c'est l'irréversible, c'est l'irrémédiable. Irrémédiable, mais les études le montrent, ce n'est pas le tourisme qui fait s'affaisser la dune, c'est la nature. Impossible de les rater. Tous les jours, sur le bord du parcours, ces 3 camping-cars attendent Lilian Gégou, le coureur préféré de Jean-Yves, Chantal et Brigitte. Des heures de patience pour quelques secondes d'encouragement. Sauf qu'hier, Lilian Gégou s'est fait désirer. L'étape de montagne lui a été fatale et c'est dans la voiture de son équipe que ses supporters le voient passer. Déçus, mais pas résignés, Allez, et hop là. les 3 couples repartent aussi secs. Arrêt prévu quelque part entre Gap et Marseille. Voir au-delà pour pouvoir redescendre sur la 942. On a étudié le parcours avant de façon à ne pas perdre de temps pour rattraper après la prochaine étape. Pourquoi c'est si important ça de ne pas perdre de temps? Eh bien, pour avoir des meilleures places. Heureusement qu'on a un bon chef de compte. Et c'est parti pour 200 km. Chef ou pas chef, toujours un qui doit donner les ordres. Le Tour de France version camping-car, c'est 5000 km de paysages sans cesse renouvelés. C'est la 2e fois que Jean-Yves le fait. Ce maçon a pris 3 semaines de vacances. On aime bien le vélo et puis on voyage en même temps, on voit du pays, on rencontre des gens. Là on a rencontré des amis, ça fait 4 jours et on a sympathisé. Des gens qu'on ne connaissait pas, qu'on n'avait jamais vus. On a sympathisé et puis ça y est, on va faire le tour ensemble. Comme chaque soir, ils rejoignent le parcours de l'étape suivante. Le plus dur reste à faire, trouver un bon emplacement. C'est ça qui compte, c'est la place pour 3. C'est stratégique comme endroit sur la course là? Oh là oui, mais puis c'est bien les virages et tout là. On va aller voir monter comme ça.
Drapeau en place, le campement est maintenant prêt. Allez, à la santé de Lilian, malheureusement abandonné, qui a abandonné aujourd'hui. Une pensée pour Lilian Jégou, même si tous ont décidé de suivre Christophe Moreau, toujours en course lui. Question. Qu'est-ce qu'une yourte peut bien fabriquer au cœur de l'Ariège? C'est simple, c'est la nouvelle résidence secondaire de Marie. Pour sa retraite, cette ex-68arde a décidé de quitter le plus souvent possible sa cuisine équipée parisienne pour cette yourte de 20 mètres carrés. Beaucoup de nature, un petit air de Mongolie et un intérieur au final plutôt cossu. Marie vient ici quelques semaines de temps à autre, mais elle ne s'est pas transformée pour autant en apôtre d'une vie 100% rustique. Il y a une certaine satisfaction à réinventer le chauffage, on peut bricoler. Bon, tout ça c'est très hypocrite parce qu'en fait on ne se passerait absolument pas de ça. Mais se donner ce sentiment de temps en temps qu'on peut, on peut vivre sans, qu'on n'est pas aliéné à... Bon, s'il n'y a pas le chauffage central, s'il n'y a pas la télé, s'il n'y a pas le téléphone. Marie n'est pas la seule à avoir succombé au charme de cette drôle de tente dans laquelle les Mongols, eux, vivent pour de bon. 140 yourtes se sont vendues cette année. Pour 4 000 €, on vous la livre en kit. Après, il n'y a plus qu'à la monter, tout simplement. Dans un autre style, plus chic, plus fou, plus glamour, plus haut, à 15 mètres du sol, la cabane. De là, Roger et Irène peuvent admirer leur somptueuse propriété normande, ils adorent. Je n'irai pas jusqu'à dire que vous sentez un oiseau, mais presque. Les petites ailes vont vous pousser, vous allez vous mettre... Écoutez, vous entendez là tout de suite, c'est formidable, on sent le vent, on a vraiment l'impression d'être dans les airs. Ça c'est quelque chose de merveilleux. Et oui, c'est la cabane de nos rêves d'enfants, mais en beaucoup plus solide, donc en beaucoup plus cher. Une cabane à 70 000 €, qui l'aurait cru? Elle se prépare depuis 2 bonnes heures. Car dans le camping, les soirées du lundi sont dignes de celles d'un samedi soir. Ouais, moi je préfère coiffer. Elle, c'est le maquillage. Pourquoi le maquillage? Parce que je sais pas coiffer. Mais ce qu'elles ne disent pas, c'est que sur la scène du camping, elles, les simples campeuses, sont les stars de la nuit. Au camping des vagues, ils sont un bon millier bien décidés à en faire des vagues. Franchement, ça déchire, il n'y a rien de mieux, c'est que pour les jeunes. Franchement, il n'y a rien à dire, je vous conseille à tous de venir. Les vagues, ça claque. Pour Moulin Rouge, on met les talons ou pas? Coulisses, campeurs et animateurs se croisent. Vous ne retrouvez plus votre costume? Ah, vous me faites paniquer là. Plus relax maintenant, nos stars d'un soir ont flashé sur les nuits du camping. Nous, on vient vraiment pour l'animation. Enfin, ce qui est bien, c'est que pour les jeunes, c'est bien parce qu'on peut s'amuser en journée, en soirée, on peut les spectacles, ensuite il y a la discothèque derrière. Donc pour les jeunes, on peut quand même bouger sans forcément sortir si on n'a pas la voiture. Pourquoi vous poussez les chaises? Comme ça, les gens vont pouvoir danser sur la piste. Ah, ils connaissent la chanson et la leçon. Tous les matins, ils révisent leurs pas, toujours en famille, et bien sûr avec les animateurs. Regardez, ils sont super. Alors comment on fait? Montrez-moi. Soirée, attention les jupes. Soirée. Et pour ceux qui ont encore un peu de force, la nuit n'est pas terminée. Ce soir, la puce, tu sors en boîte? Oui. On sait jamais. T'as quel âge? 11 ans. Même avec des bébés clubbers et leurs parents, l'ambiance est digne des meilleures boîtes parisiennes grâce aux danses du camping, les fameux Crazy Sign. Chaque gros camping club a sa propre musique. On commence ce qu'on appelle les Crazy Sign et après on a nos musiques à nous. Et après on avance sur du zouk, la musique du soleil. Et sous le soleil de Valras, justement, à l'heure qu'il est, nos campeurs sont déjà en train d'apprendre de nouveaux pas pour le show de ce soir.